Today marks day 27 of the government shutdown, and still there's no resolution in sight. Senate lawmakers return to Washington this afternoon, but the House remains in recess as Republican House Speaker Mike Johnson has canceled yet another week of work for lawmakers, instead calling for a district work period. Despite this, House Democrats are set to meet this week at the direction of Minority Leader Hakeem Jeffries. Additionally, after a Republican-backed bill to pay federal employees and contractors who continue to work without pay failed to advance last week. Vous avez l'impression que le pays est hors de contrôle et que personne ne fait rien. Que pendant que vous travaillez, payez vos factures et essayez de survivre. Là-haut, au pouvoir, tout est devenu un jeu de vanité, de mensonges et d'impunité. Vous n'êtes pas seul. Des millions d'Américains se sont réveillés cette semaine avec une question qui leur restait en travers de la gorge. Jusqu'à quand allons-nous accepter cela sans rien dire? Le Congrès a finalement rompu le silence. Plus de 120 députés et sénateurs, y compris ceux du parti de Trump, demandent son départ immédiat. Et le Capitole tremble. Ce qui va suivre pourrait tout changer. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se passe en coulisses, pourquoi cette demande de destitution est différente des précédentes, et ce que cela signifie pour l'avenir de la démocratie américaine, et pour votre vie. Restez avec nous, car ce que vous allez voir maintenant pourrait être le début de la fin. La crise politique aux États-Unis a atteint un nouveau niveau. Le Capitole est devenu un champ de bataille institutionnel. Le Congrès rugit, la nation retient son souffle, et le nom au centre de la tempête est Donald Trump. Après l'invasion du Capitole, les opérations militaires non autorisées, l'effondrement du gouvernement avec plus de 40 jours de paralysie, la désobéissance explicite aux ordonnances judiciaires, l'accumulation d'abus constitutionnels et la tentative flagrante de centralisation des pouvoirs. Ce qui restait de contention institutionnelle semble être en train de se rompre. Et nous ne parlons plus seulement des opposants. Nous parlons de figures historiques du Parti républicain, comme le sénateur Pat Toomey, qui a passé des années à soutenir Trump, et qui est maintenant le deuxième républicain au Sénat à demander sa démission. Il a déclaré sans ambages qu'il pensait que le président avait commis des crimes passibles de destitution. Mais, dans le même temps, il a clairement indiqué que la seule issue réaliste serait la démission avant la fin du mandat. Et c'est là que tout commence à s'intensifier, car cette déclaration a ouvert les vannes, ce qui n'était auparavant dit qu'en coulisses, est désormais débattu publiquement. Destitution ou démission. Il n'y a plus de zone grise. Le ton est monté, les accusations se sont accumulées, et les couloirs du Capitole se sont transformés en champ de bataille verbale. Plus de 120 parlementaires, démocrates et républicains confondus, exigent désormais que Trump quitte immédiatement ses fonctions. Et la liste des motifs semble interminable. Abus de pouvoir, utilisation abusive des opérations militaires, désobéissance aux décisions judiciaires, paralysie intentionnelle du gouvernement comme outil de chantage politique, tentative répétée d'étendre ses propres pouvoirs exécutifs en ignorant les limites constitutionnelles. La tension est palpable, et tout indique que nous sommes au bord d'un effondrement institutionnel. Le plus alarmant, c'est qu'il ne s'agit pas d'une révolte populaire. Il s'agit d'un soulèvement de membres du Congrès expérimenté, modéré et pragmatique. Des gens qui ont longtemps donné à Trump le bénéfice du doute, qui ont tenté de négocier, qui ont cherché à arbitrer, mais qui disent maintenant sans ambages que cela a dépassé les limites, et ce n'est pas exagéré. L'un des moments les plus marquants a été le discours du député républicain John Katko, qui a déclaré publiquement que permettre au président d'inciter à des attaques sans conséquences constituait une menace directe pour la démocratie, et il a affirmé qu'il voterait pour la destitution. Cette déclaration a un poids historique, car Katko n'est pas connu pour ses discours enflammés. Il est un modéré, conservateur traditionnel, et pourtant, il a rompu. Il a déclaré qu'il n'était plus possible de défendre Trump, et il n'est pas seul. Le nombre de républicains qui demandent l'application immédiate du 25e amendement augmente. Le nombre d'États qui déclarent publiquement que Trump est un risque existentiel pour la démocratie augmente. Le nombre d'éditoriaux dans la presse exigeant sa démission augmente. Le nombre de gouverneurs qui rompent leur relation avec la présidence augmente. Le nombre de manifestations dans tout le pays demandant la fin de l'ère Trump augmente. Et au milieu de tout cela, se trouve une résolution de destitution réelle, concrète, officielle, la résolution 353 de la Chambre des représentants, déposée le 28 avril 2025. Il ne s'agit pas d'une menace générique, il s'agit d'un document juridique comprenant 7 articles détaillés, allant de l'entrave à la justice à l'utilisation abusive des pouvoirs d'urgence et aux abus commerciaux,
Tout y est, documenté, daté, avec une base juridique, avec des précédents, avec des preuves. Ce n'est pas une supposition, c'est une accusation formelle. Et le plus effrayant, c'est que ce document est resté des mois dans un tiroir. Parce que jusqu'à présent, personne ne croyait qu'il y aurait suffisamment de courage politique pour le faire avancer. Mais le climat a changé. Le climat a changé. La pression a changé. Et tout le pays sent que quelque chose peut éclater à tout moment. Mais avant de continuer, si vous estimez que vous ne pouvez plus faire confiance aux médias traditionnels, si vous en avez assez de voir les faits manipulés, cette chaîne est là pour vous. Ici, nous vous apportons le contexte, les faits, les coulisses et la vérité, sans étiquette partisane. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ce type de contenu sans censure, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Vous faites partie d'une communauté qui ne se conforme pas, qui ne se tait pas et qui exige des réponses. Pour en revenir à notre sujet, le scénario est celui d'une rupture. Et les prochains jours pourraient décider du sort de la présidence de Trump. Le chaos institutionnel se propage et les coulisses du pouvoir sont plus instables que jamais. La question n'est plus de savoir si Trump sera contesté, la question est de savoir si les structures politiques ont suffisamment de force pour lui faire face. Et la réponse est encore en cours d'élaboration. Pour comprendre la gravité de ce qui se passe actuellement, il faut se plonger dans les accusations spécifiques qui sous-tendent la demande de destitution. Il ne s'agit pas ici de divergence politique. Ce n'est pas une question de goût ou de style. Il s'agit de violations formelles de la Constitution des États-Unis. Ce sont des actes qui, selon les auteurs de la résolution 353, constituent des crimes de responsabilité en série. Commençons par les attaques contre la justice. L'accusation d'entrave aux enquêtes fédérales apparaît comme un point central. Selon les documents joints à la résolution, Trump aurait interféré à plusieurs reprises dans des procédures impliquant ses alliés, ordonnant la suspension d'enquêtes, faisant pression sur des agents publics et tentant de manipuler le cours d'enquête confidentiel. Vient ensuite la violation du droit à un procès équitable. Des cas dans lesquels des citoyens et des fonctionnaires ont été exposés à des sanctions et à des mesures arbitraires, sans droit à une défense complète, tels que des licenciements sommaires, le gel de fonds et la suppression de programmes sociaux sans consultation du Congrès. Le troisième article traite de l'abus de pouvoirs commerciaux et d'urgence. Trump aurait décrété l'état d'urgence dans le seul but de contourner le pouvoir législatif et d'imposer des tarifs économiques sans autorisation formelle. Cette manœuvre, en plus d'ignorer les procédures légales, a été utilisée pour faire pression sur les pays alliés, générer des dividendes politiques internes et nuire à l'équilibre des pouvoirs. Les articles suivants abordent des questions financières sensibles, telles que la violation de la clause sur les émoluments, qui interdit au président de recevoir des cadeaux ou des avantages de la part de gouvernements étrangers, et l'utilisation abusive de fonds fédéraux à des fins personnelles. Chacune de ces accusations est accompagnée de preuves documentaires, de témoignages et de calendriers détaillés. Il ne s'agit pas de suppositions, ce sont des éléments juridiques, solides, organisés pour étayer une procédure de destitution réelle. Mais même avec tout cet arsenal de preuves, l'incertitude demeure. Car aux États-Unis, la destitution n'est pas seulement une procédure juridique, c'est un acte politique. Et la politique, comme nous le savons, n'est pas seulement motivée par des faits. Elle est façonnée par la force, l'influence, les calculs électoraux, par la peur, par les loyautés. C'est pourquoi la troisième tentative de destitution contre Donald Trump se trouve dans les limbes. D'une part, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates pourrait, en théorie, approuver l'ouverture de la procédure sans grande difficulté. Mais il y a de la crainte. Le souvenir des deux tentatives précédentes est encore frais. Dans les deux cas, Trump a été acquitté par le Sénat. Dans les deux cas, le discours de persécution s'est renforcé, et de nombreux démocrates craignent qu'en essayant à nouveau, il ne fasse que renforcer le discours martyr qu'il cultive auprès de sa base. C'est pourquoi la défense de la démission gagne du terrain parmi les modérés. Une issue qui, bien qu'improbable, permettrait une fin moins traumatisante à la crise. Ce serait, selon ces parlementaires, un moyen de préserver le peu de stabilité institutionnelle qui reste. Mais il y a un problème évident. Trump ne démissionne pas. Il n'a jamais démissionné. Il a construit son image publique sur son refus de reculer, sur le combat, sur le conflit. Même face à des défaites, il a toujours misé sur la rhétorique de la victoire. Même isolé, il se présente comme l'élu. Et pour cette raison, rien n'indique qu'il renoncerait volontairement à son poste. C'est alors qu'apparaît le spectre du 25e amendement,
Ce dispositif constitutionnel permet de destituer le président s'il est jugé incapable d'exercer ses fonctions. Pour cela, il faudrait que le vice-président et la majorité du cabinet déclarent officiellement que Trump est devenu inapte. Mais cette solution, outre qu'elle est extrême, exige une union improbable, car les membres du cabinet ont été choisis par Trump. Beaucoup d'entre eux lui doivent leur carrière politique. S'attendre à ce que ces mêmes personnes prennent l'initiative d'une action visant à le destituer du pouvoir relève, pour le moins, de l'optimisme. Néanmoins, le simple fait que cette option soit ouvertement discutée en dit long sur l'ampleur de la crise. Jamais dans toute l'histoire des États-Unis, le 25e amendement n'a été appliqué avec succès. Mais aujourd'hui, il est sur la table, comme une alternative d'urgence, comme une tentative désespérée de contenir une présidence que beaucoup décrivent comme hors de contrôle. Au milieu de cette impasse, le pays reste paralysé. Le shutdown du gouvernement dure depuis plus de 40 jours. Des millions de fonctionnaires fédéraux sont sans salaire. Les programmes sociaux ont été interrompus. Les hôpitaux militaires fonctionnent avec des ressources minimales. Et Trump insiste pour ne débloquer les fonds que si le Congrès cède à ses exigences. Ce chantage explicite est considéré comme une nouvelle violation grave, car il transforme la vie de millions de personnes en monnaie d'échange politique. Ce n'est plus une négociation, c'est une imposition, un sabotage délibéré du fonctionnement de l'État. Le climat dans les rues reflète cette tension. Des manifestations quotidiennes éclatent dans les principales villes du pays. Des manifestations devant le Capitole, des pancartes réclamant la destitution, des marches organisées par les syndicats de fonctionnaires fédéraux, des voix qui étaient auparavant silencieuses, crient désormais pour réclamer justice. Et tout cela augmente encore plus la pression sur les membres du Congrès. Car même si certains hésitent à prendre une mesure aussi radicale que la destitution d'un président, la force de la population devient impossible à ignorer. Et à ce moment-là, la balance commence à pencher. Ce qui était auparavant considéré comme irréalisable commence à sembler nécessaire. Mais le temps presse, la crise s'aggrave, et chaque jour d'inaction augmente le risque d'effondrement. L'incertitude est devenue la norme, et personne ne sait quelle sera la prochaine étape. Face à tant de voies possibles, et aucune vraiment viable, le pays marche sur une corde raide. 4 scénarios principaux se dessinent à l'horizon, et aucun d'entre eux n'est simple. Le premier serait la démission. Mais comme nous l'avons déjà vu, cette hypothèse est quasi nulle. Donald Trump n'est pas le genre de personnage à abandonner son poste sous la pression. Même lorsqu'il est criblé de plaintes, même face au risque de destruction institutionnelle, il a tendance à doubler la mise. L'image de force qu'il s'est construite ne lui permet pas de faire un geste de capitulation. Et il le sait. Le deuxième scénario est la destitution avec révocation. Dans ce cas, la Chambre approuverait la procédure à la majorité simple, ce qui est tout à fait possible compte tenu de la domination démocrate. Mais le défi se situe au Sénat. Pour que le président soit effectivement destitué, il faut le vote des 2/3 des sénateurs. Cela signifie qu'il faut convaincre au moins 17 républicains de voter contre leur propre chef. Une mission presque impossible, même si certains modérés se sont déjà prononcés en faveur de cette mesure. Car l'indignation ne suffit pas. Il faut du courage politique. Il faut faire face au poids de la base électorale, à la menace des primaires internes et au risque de ruiner des carrières entières. La troisième voie serait l'application du 25e amendement. Mais comme nous l'avons déjà vu, cela exigerait que le vice-président et la majorité du cabinet rompent avec Trump. Et même s'il y avait une volonté, il y a des risques juridiques. Trump pourrait contester la décision, engager une bataille devant les tribunaux et aggraver encore l'instabilité institutionnelle. Le quatrième scénario, et le plus probable, est celui du maintien au pouvoir. Même sous pression, même isolé. Trump restera au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. La Chambre pourrait même voter la destitution, mais le Sénat s'y opposerait. Les protestations se poursuivraient, la division s'aggraverait, la gouvernabilité se dissoudrait, et le pays traverserait une longue période de paralysie. Dans ce contexte, Trump deviendrait ce que nous appelons un président affaibli, un canard boiteux, incapable d'approuver des projets, isolé au sein de son propre gouvernement, avec une popularité érodée et sans soutien effectif au Congrès, mais toujours en fonction. Et c'est le pire des mondes, car le pays resterait sous le commandement d'une personne qui a perdu les conditions minimales de leadership, mais qui détient toujours tous les pouvoirs formels de la présidence. Une bombe à retardement politique, une menace constante pour la stabilité. Pendant ce temps, les répercussions de cette crise commencent déjà à se propager à l'économie. La bourse fluctue quotidiennement. Les investisseurs internationaux remettent en question la capacité des États-Unis à maintenir leur gouvernance. Les agences de notation
envisagent des dégradations de la note de crédit. Les entreprises suspendent leurs investissements. Les familles reportent leurs projets. Tout cela à cause d'un dirigeant qui refuse de reconnaître ses propres limites. Et le plus important dans tout cela, c'est que le débat ne porte plus sur la politique publique. Personne ne débat des programmes sociaux, de la réforme fiscale ou des plans d'infrastructure. Le cœur du débat est devenu le fonctionnement même de la démocratie. La survie des institutions, la séparation des pouvoirs, l'autorité des tribunaux, la valeur de la Constitution. C'est pourquoi ce moment est si dangereux, parce que l'effondrement n'est plus seulement administratif. Il est moral, il est institutionnel. Le peuple observe tout cela avec des yeux de plus en plus incrédules. Toute une génération grandit sans savoir ce qu'est la stabilité politique, sans faire confiance au système, sans croire que la démocratie est capable de se défendre seule. Et cela est un risque qui peut durer des décennies. C'est pourquoi ce qui se passera dans les prochains jours aura un impact direct sur les élections de 2026. Les démocrates devront décider s'ils vont faire de la destitution un cheval de bataille électoral ou s'ils vont chercher d'autres thèmes. Les républicains devront choisir entre continuer à soutenir Trump ou s'éloigner définitivement de lui. Et les électeurs devront comprendre le rôle que chacun a joué dans cette crise, car il y aura des comptes à rendre, il y aura un jugement, il y aura des conséquences. L'avenir de la politique américaine est en jeu, mais plus que cela, c'est la confiance du peuple dans les règles du jeu qui est en jeu. Car si le système ne parvient pas à sanctionner des abus aussi évidents, le message qui restera est que l'impunité a gagné, que la force brute a gagné, que la démocratie a perdu. Et pour ce qui viendra après, c'est pourquoi, plus que jamais, il est temps d'être vigilant, d'être informé, de ne pas se laisser manipuler, de rechercher des sources fiables, de participer au débat et de faire pression sur ceux qui ont le pouvoir de décision. Parce que la démocratie ne se protège pas toute seule. Elle dépend de nous, de moi, de vous, de chaque voix qui refuse de se taire face à l'injustice. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez de la situation. Et vous vous souciez vraiment, c'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sentent que quelque chose ne va vraiment pas. Ici, nous ne nous taisons pas. Ici, nous enquêtons. Ici, nous résistons. Parce que lorsque la vérité fait peur, c'est qu'elle doit être dite. Et lorsque le Congrès rugit, c'est que le silence est devenu dangereux.